selon une étude, 53% des médecins seront en burn-out dans leur vie. Et c'est intéressant de se dire que, notamment en libéral, sans le monde délétère, soi-disant des collègues, sans la hiérarchie harcelante qu'on pointe souvent du doigt, eh bien, on peut être en burn-out. Ce qui nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'un bourreau pour devenir une victime et qu'on peut se suffire à soi-même pour se faire du mal tout seul. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, c'est parti pour une matinée santé sur Beurre FM avec Maximilien Bachelard qui est là. Bonjour Maximilien, docteur en psychologie et psychothérapeute. Ça me fera tellement plaisir si on ouvrait votre micro pour qu'on puisse entendre votre voix, Maximilien. Est-ce qu'on m'entend ? Ah voilà, c'est ça. Votre public vous entend. C'est une question d'intention, j'y étais pas, excusez-moi. Monsieur le président de l'Institut du Comment. Oui. On va parler du burn-out. Burn-out, la faute à qui ? Pourquoi est-ce que vous posez la question ? C'est pas évident ? Oui, c'est qui alors ? Si c'est évident, c'est qui ? Qui ? La faute à qui ? Souvent, on a l'idée que l'employeur est méchant. C'est de sa faute, il y a un problème, c'est à cause de lui. Et puis, en même temps, par moment, d'autres vont se dire, oui, mais c'est l'employeur qui a un souci. Et je crois que cette question, il me semble que c'est une problématique qui vient à chaque fois interroger les gens implicitement. Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau de la loi qu'on tourne autour du pot sur qui est responsable. Donc on va un peu parler de tout ça aujourd'hui. L'idée, ça va être de parler du burn-out, mais on va rester sur le contexte de l'entreprise. Donc on va faire une petite intro, on va parler de cette question. Je vais faire quelques petits détours. Après, on parlera un peu du contexte qui fait que ça peut arriver. Donc là, je vais être assez concret sur des choses bien précises du côté de l'employeur et de l'employé. Et à la fin, il faut que vous restiez jusqu'à la fin parce que j'ai un programme de coaching, de psychologie positive qui nous dit comment on va sortir de ce burn-out. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Maximilien ? Vous avez trop regardé les youtubeurs cet été pendant vos vacances ? C'est-à-dire que si vous dites reste avec nous parce qu'à la fin, je vous donne 3 tips pour sortir de ton burn-out. Et mets des likes surtout. C'est comme ça que ça marche maintenant, il faut être coach. Non, je rigole. En tout cas, je vais essayer d'être un peu concret. Bien. Non, parce que on a besoin de pragmatisme. Alors, donc, je vais parler du contexte de l'entreprise. Je fais une petite pensée aux collègues médecins parce que selon une étude, 53% des médecins seront en burn-out dans leur vie et les plus touchés en médecine, c'est les médecins généralistes. Donc 60% auront un burn-out, a priori, selon cette étude. Et c'est intéressant de se dire que, notamment en libéral, sans le monde délétère, soi-disant des collègues, sans la hiérarchie harcelante qu'on pointe souvent du doigt, eh bien, on peut être en burn-out. Ce qui nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'un bourreau pour devenir une victime et qu'on peut se suffire à soi-même pour se faire du mal tout seul. Bon, je voulais simplement le rappeler. Il y a un petit sondage Opinionway que beaucoup de gens ont pu voir. Alors, j'ai pas regardé la méthodologie, on va pas creuser pendant des plombs, mais qui dirait, il est sorti en mai 2021, que le taux de burn-out dans les entreprises aurait doublé en un an. Alors, vrai, pas vrai, puisque les gens sont restés confinés. Voilà. Donc, ça appelle à des questions. 2 millions de personnes seraient concernées et 44% des salariés seraient en détresse psychologique. Alors bon, je le dis tout de suite, c'est pas les psychologues qui ont fait l'étude parce qu'ils savent pas faire d'études de cette ampleur-là, mais en tout cas, on en est arrivé à cette conclusion-là. Alors, juste pour une petite anecdote, je prenais la radio il y a quelques jours et je me suis marré un peu tout seul et j'ai encore pensé à vous, Philippe, parce que ça m'arrive souvent dans ma voiture. Une mutuelle propose une application à installer sur son portable pour éviter le burn-out et qui donc sonne de temps en temps pour vous dire que vous devez faire une pause et puis qui ressonne pour vous dire d'arrêter votre pause. Et donc je me suis dit... C'est pas bête. Ouais, mais je me suis dit, on vit une époque magnifique quand même. Parce que j'ai une application sur mon portable, je vais pouvoir éviter le burn-out. Donc la mutuelle, certainement, s'intéresse beaucoup au bien-être du salarié et très, très proche de... Ou alors avait besoin de récupérer des adresses mail. Je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça dingue, quoi. Parce que, vous voyez, l'idée, à travers ça, c'est calmez-vous un petit peu, faites une pause. Et d'ailleurs, comme vous n'avez pas de cerveau, eh bien, c'est l'application qui va vous sonner pour vous rappeler qu'il faut faire quelque chose. Une sorte de mini-coach dans le téléphone. Voilà, qui est là un petit peu pour vous rappeler le rythme. Donc, c'est quand même un peu particulier. Donc, par rapport au burn-out, il y a un continuum qu'il faut quand même dire. Parce que c'est un sujet compliqué, le burn-out. Je pense qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont être très procéduriers, qui vont se dire est-ce qu'il dit les bons mots, etc. Mais il y a une réalité qu'il faut quand même dire. Pour moi, il y a un continuum entre le salarié qui parfois a des droits démesurés de se plaindre, au point de devenir celui qui dirige et qui fout un bordel pas possible dans une entreprise, quitte à oublier pourquoi il travaille d'ailleurs. Et dans l'autre continuum, à l'extrême inverse, vous avez des salariés qui sont de la vraie chair à canon,
qui doivent remballer leurs affaires dans la minute et qui finalement se vivent comme n'ayant aucun droit et sont jetés purement et bonnement par l'entreprise. Donc moi, mon propos aujourd'hui sera évidemment pas de cracher sur les employeurs ou les employés, mais de vous parler à travers mon expérience clinique depuis plusieurs années à voir des gens en difficulté, d'essayer de vous donner quelques éléments qui expliquent le burn-out. Ce que ça nous dit en tout cas, c'est qu'on est dans une période où c'est difficile de vivre ensemble et ça m'a l'air d'être de plus en plus compliqué de travailler ensemble. Et je pense que cette phrase, elle peut résonner dans l'oreille de certains qui peuvent le constater dans les procédures judiciaires, dans les affaires, notamment en entreprise. Alors, le burn-out, on l'associe souvent au stress. Pour la petite histoire, le stress, c'est un mot qui provient du domaine de la métallurgie et qui désigne la quantité de tension qu'on peut faire supporter à un matériau avant qu'il casse. Donc, question, est-ce que le burn-out est-il une maladie du stress ? Alors, sur le plan juridique, ça n'est pas encore une maladie, mais on peut dire que c'est une maladie du stress dans le sens où le burn-out ne concerne pas un moment de stress intense, aigu, temporaire, mais c'est quelque chose qui va se faire sur la longueur. Donc finalement, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur la question de la pandémie, c'est que bon, ça peut aller quelques mois, mais quand ça dure longtemps, on sait que le corps commence à réagir d'une manière un peu particulière, que le sommeil peut commencer à être entaché, les relations, les ruminations, etc. Et c'est la chronicité qui va faire que ça va devenir un problème. C'est l'accumulation finalement du stress qui fait qu'on arrive en burn-out. Et je vais un peu détailler tout ça parce que ça reste une phrase assez commune, mais il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. On est dans une période intéressante là, parce que c'est la période le passage du télétravail au retour au travail physique. Et donc ça fait partie des préoccupations de beaucoup de personnes que je rencontre, c'est le retour de leur relation à l'autre. Donc le retour de la conflictualité. Conflictualité, c'est pas le conflit, c'est la possibilité de pouvoir ne pas être d'accord, négocier, trouver un terrain d'entente. On va avoir les gens devant soi. C'est le retour de la négociation face à face, c'est le retour de Micheline qui à chaque fois rentre dans mon bureau sans taper, alors que c'est pas le moment que je suis au téléphone. Donc tous ces facteurs qui font que on se sent pas forcément entendu, pas forcément en sécurité, qu'on a l'impression de se marcher les uns sur les autres. Micheline, elle était à la retraite, hein. Oui, mais elle a prolongé. Micheline, elle est certainement à la retraite. Oui, mais elle a prolongé et comme apparemment, soi-disant, elle connaît le patron, il l'a gardé un peu plus. Et puis voilà, il y a des rumeurs qui disent que. Mais il faut pas le dire. Elle tape plus. Exactement. Donc, alors, je vais faire un petit détour, un peu bizarre, sur un terme qui est très peu connu, qu'on a utilisé à un moment donné en psychiatrie il y a longtemps, mais très peu et qui vient du domaine religieux. C'est le mot d'acédie. A-C-E-D-I-E. Donc c'est quoi l'acédie ? On peut le rapprocher de la question du burn-out et je vais vous expliquer pourquoi. Ça vient de la tradition chrétienne et ça vient du milieu des moines. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une perte de goût, un découragement spirituel qui mène à une perte d'énergie, à de la paresse, de l'oisiveté, de l'ennui, de l'indifférence. Donc quasiment un péché capital pour les moines. Donc je vais vous parler très rapidement d'un moine chrétien. Alors je suis en train de vous perdre, hein, mais ça vous inquiétez pas. Je vais remettre le train en route. J'ai essayé de le raccrocher à l'ascèse. Oui, je vais en parler. Alors je ne sais pas pourquoi si. Je vais y venir. Donc Évagre le Pontique, qui était un moine chrétien qui aurait vécu vers 350-400 après Jésus-Christ, nous explique que dans cet état d'acédie, par définition, nous fuyons l'ascèse, l'atteinte de la perfection, mais également le travail. Et je suis allé voir sur le site de l'Église catholique de France et elle nous définit l'acédie comme un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui, le dégoût pour la prière, la pénitence, la lecture spirituelle. Elle peut être une épreuve habituellement passagère, mais elle peut être aussi un état de l'âme qui devient une véritable torpeur spirituelle, une maladie spirituelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quelque chose dans l'élan premier de la personne s'est rompu. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là-dedans, c'est une espèce de perte d'envie, de sens, on n'a plus goût à faire les choses. J'ai pensé aussi à un rapprochement avec la question de la mélancolie chez les Grecs, mais là on est plus dans la question d'un déficit physiologique et dans l'acédie on est plus sur la question de la perte de sens. Alors je vais reboucler tout ça, vous inquiétez pas si vous êtes perdu. Le burn-out, si je reviens là-dessus, il renvoie au champ professionnel au départ et dans la question du burn-out, contrairement à ces questions un peu spirituelles, un peu difficiles à attraper, on vient mettre en avant des facteurs concrets.
externes, matériels, quantifiables, qui fait que la personne est en difficulté, qui vont pas faire bon ménage dans une organisation ou chez une personne. On a deux psychologues en 97 qui s'appellent Maslach et Leiter, deux psychologues américains, qui nous disent que le burn-out, c'est l'érosion des valeurs, de la dignité, de l'esprit, de la volonté, une érosion de l'âme humaine. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu la question de l'épuisement, la perte de l'élan dans cette histoire. Je vous donne une définition rapide. Les définitions, ça permet de remettre les choses au carré. On ne sait jamais s'il y a besoin pour certaines personnes. Le burn-out sera un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors, vous voyez, dans cette définition, on ne sait pas de qui est la faute. Est-ce que je suis trop investi émotionnellement ? Est-ce que c'est le travail qui est en train de me pousser un peu trop fortement ? En tout cas, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la question de la responsabilité. Mais ouais. sur la définition, moi, j'ai connu l'époque où on ne parlait pas de burn-out. On parlait de quoi, alors ? Mais je ne sais pas, avant, on parlait de quoi avant ? On parlait pas. Ça n'existait pas ? Non, on parlait pas. Il n'y avait pas épuisement, il n'y avait pas, vous voyez... Oui, mais je crois que la question du burn-out, au fond, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais je crois que c'est une façon de rétablir un équilibre entre salariés et employeurs, d'une certaine manière. C'est de repenser la question de l'organisation du travail. Parce qu'évidemment, quand on était dans les chaînes chez Ford, on ne se posait pas la question du burn-out, évidemment. Mais que là, c'est aussi l'émergence du droit des salariés, d'une certaine manière. Et puis, je pense que c'est un appel à se rendre compte des enjeux humains qui, quand même, traversent le travail. Et ça pose parfois des difficultés pour certains employeurs qui sont uniquement portés sur les tâches, voire même qui licencient tous les 2 mois des employeurs et qui se disent « mais personne ne fait l'affaire », c'est que il y a de l'investissement affectif. Et que dans le burn-out, pour tout vous dire, quand les gens viennent me voir au départ, je les vois dans une difficulté émotionnelle et personnelle. Je les sens comme embarrassés, coupables, pris dans un sentiment où ils ont été trompés, où ils n'ont pas réussi à faire telle ou telle chose. Donc il y a une question, il y a un enjeu humain en fait derrière le travail. Et c'est ça que ça vient nous rappeler. Alors on parle du burn-out ce matin. La faute à qui avec Maximilien Bachelard ? Est-ce qu'on peut parler du burn-out en dehors d'un contexte de l'entreprise ? En fait, à la base, ce terme, il concernait les aidants, infirmières, aides-soignantes, etc., qui étaient en difficulté parce que émotionnellement, ça leur coûtait. Mais maintenant, vous pouvez en mettre un peu partout, en fait. Voilà, c'est la mode d'utiliser ce terme-là. Donc, faites du burn-out sexuel, parental, à la confiture, vous faites tout ce que vous voulez. Il y en a à toutes les sauces. Et justement, aujourd'hui, on va essayer un peu de préciser parce que le problème avec ces mots, c'est qu'ils veulent tellement dire quelque chose qu'ils veulent plus rien dire du tout et qu'on a tendance à plus approfondir ce qui se passe. Quelqu'un vous dit je suis en burn-out, on se dit oh là là, ma pauvre, l'employeur, elle doit être terrible. Mais en fait, parfois, il y a des facteurs très intéressants à essayer de moduler individuellement et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour reprendre cette question rapidement sur la CDI, la mélancolie, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est apparu, on ne sait pas trop comment, mélancolique physiologiquement, une forme d'acédie parce qu'on est peut-être plus touché par la grâce de Dieu, on ne sait pas. Et c'est très important de pouvoir différencier ça du burn-out parce que dans cette histoire de burn-out, on ne peut pas rejeter complètement la faute sur l'employeur, jamais, je pense théoriquement, et on ne peut jamais complètement rejeter la faute sur l'employé non plus. Il faut savoir que les complémentaires santé, elles se battent pour ne pas trop verser d'indemnités et elles ont déjà pu évaluer que c'était que c'était de la responsabilité de l'employé qui était parfois jugé comme trop anxieux, trop déprimé, en clair quelqu'un de trop fragile en fait et qui n'y avait pas à remettre en question l'environnement de travail. Et donc ça, vous voyez bien que ça repose, pour reprendre un peu ce qu'on s'était dit avant la pause, ça repose la question de il est trop fragile, il est dépressif, non. Dans quoi il est, dans quel environnement. Et c'est vrai que le regard qu'on porte de plus en plus sur les entreprises, les audits, les expertises psychosociales ou de collègues psychologues du travail permettent parfois d'ouvrir le contexte et de vous dire je comprends. Puis je comprends parce que en fait tout le monde est licencié ou tout le monde démissionne quand même. Et qu'on a beau avoir une entreprise parfaite, comment ça se fait que tout le monde craque et que tout le monde devient fou. Donc il y a des moments où on pourrait se dire qu'il y a des éléments à voir du côté de l'entreprise. Après il y a peut-être des jobs qui sont plus sujets à turnover que d'autres. Ouais. Des jobs plus répétitifs ou des tâches qui sont plus difficiles. Oui, mais ça il faut se méfier de cette représentation-là parce que parfois
On pourrait se dire que l'ouvrier il va pas forcément tenir avec l'image de Chaplin, etc. Alors que parfois, justement, le fait de ne pas être dans une anticipation, le fait à tenir, le fait qu'on puisse vous dire ce qu'il y a à faire, le fait que vous puissiez anticiper tout ce qui va se passer dans la journée, le fait parfois que vous n'ayez pas de responsabilité trop importante à prendre, peut être des facteurs protecteurs. Donc c'est pas si simple en fait. On pourrait se dire dans une profession intellectuelle il n'y a pas de burn-out. Justement il peut y avoir beaucoup plus de prise de tête. Donc moi je vais venir sur des détails sur cette rencontre entre l'employeur et l'employé parce que j'ai essayé de faire un peu une liste de mon expérience, de ce que j'ai pu voir. Je vais vous lister, donc, pour l'entreprise et les employés, un peu sommairement, les ingrédients qui vont permettre de faire un très bon burn-out, si vous voulez le reproduire dans votre entreprise ou individuellement. Du côté de l'entreprise, évidemment, une charge de travail trop importante peut concourir à ça. Alors, je vais faire une liste. Ça ne veut pas dire que s'il y a ça, il y a burn-out. Mais ça veut dire que ça peut participer, ça peut concourir en bout de course à ce que ça n'aille pas. Ça peut participer au cocktail. Ça peut participer au cocktail, exactement. Il faut sentir l'olive quand même derrière la vodka. Une pression dans les délais. Alors, vous êtes dans une entreprise, il y a une pression dans les délais. Souvent, ce qui se passe, moi je vous parle de gens que j'ai vus sortis de burn-out et on regarde en arrière ce qui s'est passé. Pression dans les délais, pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de transfert de responsabilité. On se sent responsable. Et puis, on a une sensation finalement qu'on est sur-responsable de ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, le patron arrive, il dit, finalement, c'est pas dans 7 jours, c'est dans 5. Il est rare de rester impassible et de se dire qu'on s'en fiche. Donc ça peut concourir à une difficulté. Un autre élément, l'exigence qualitative qui est impossible à atteindre. Donc, par définition... C'est-à-dire qu'on vous demande de trop bien faire ? Non. On vous dit, par exemple, qu'il faut que ce soit parfait. Mais vous avez 10 minutes. Alors que dans 10 minutes, vous aurez fait un truc qui n'est pas parfait. Mais c'est le patron, il vous demande de le faire. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas atteignable, c'est ça ? Il n'est pas atteignable qualitativement. D'accord. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous me dites, tiens, Maximilien, vous pourriez nous préparer 12 émissions pour ce soir. Si je l'ai fait, en fait, je ne vais pas être bien. Parce que je vais me dire, j'ai pas eu assez de temps. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine manière... Si je vous demande à vous, en général, vous en aurez fait 15. Oui. Et je serai fatigué. Mais elles ne seront pas forcément intéressantes et bonnes. Maximilien, je vous ai demandé 2 émissions, pas 15. Vous voyez ? Donc, oui, mais elles seront pas assez bonnes. Je prends un exemple qui est vrai, j'exagère pas. Non, mais vous demandez à Maximilien un sujet, il y en a 10 qui tombent. On va arrêter cette émission, c'est pas possible, ça peut être du sabotage. Non, mais dans la quantité, dans la qualité, ce sera pas la même chose et je pense que qualitativement, je m'y retrouverai pas. Donc finalement, dans ce que je vous dis, exigence qualitative qui est impossible à atteindre, on va donc échouer à remplir la demande. On doit donc accepter que ce qu'on va livrer, ce sera pas bien. Et donc, il est difficile d'avoir un employé qui se fiche complètement de ça en fait. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous êtes au restaurant en fait. Vous avez vu Cauchemar en cuisine la semaine dernière, il y avait ça. C'est-à-dire, donc je fais un coucou à Philippe Etchebest. Le serveur arrive et il est mal à l'aise en fait, parce que ce qu'il a servi c'est pas bon. Mais on pourra dire, il s'en fout, il est serveur. C'est pas sa boîte, quoi. C'est pas sa boîte. Mais sauf qu'il est mal à l'aise, en fait. Il est mal à l'aise de servir un truc parce que c'est lui qui va recevoir la tête du client qui fait la tronche. C'est lui qui va avoir des commentaires désobligeants. Et c'est compliqué, en fait, d'être complètement détaché, de se dire, je m'en fiche, c'est pas moi qui fais à manger. Vous voyez ? La hiérarchie, donc, un autre point, un 4e point, une hiérarchie présente de manière parfois trop rigide ou trop contrôlante. Qui est vécue comme ça, mais qui peut l'être aussi concrètement. Alors on pourra dire, le patron pourra se dire, c'est ma boîte, je fais ce que je veux, et puis moi je vérifie simplement et j'ai rien à leur dire. Mais le fait d'avoir ce regard-là peut concourir à créer des difficultés. Parce que vous pouvez imaginer que le salarié se dit, on est fliqué, on nous fait pas confiance, etc. Vous savez que la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, bonne phrase de paranoïaque. 5e point, une demande de polyvalence et de disponibilité. Alors c'est sympa un boulot, on s'ennuie pas, on a plein de trucs à faire. Mais finalement, cette sensation d'éparpillement qu'on peut vivre, elle peut être délétère. On peut avoir une sensation d'asservissement. On se dit finalement, on me fait faire 50 trucs en même temps. Et on finit d'une certaine manière pas une tâche jusqu'au bout. C'est ce que nous a appris le Fordisme ou le Taylorisme, c'est que visser un boulon, ça peut ne pas forcément être compliqué, mais c'est aussi extrêmement agréable et intéressant de monter une voiture jusqu'au bout. En termes d'accomplissement de travail, en termes de sens, c'est agréable. Si je vous dis fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, vous êtes peut-être un très bon chef d'orchestre, mais finalement, est-ce que c'est enrichissant et agréable pour le salarié ? On ne s'en rend pas forcément compte. Donc, ça va dépendre de l'appréciation de chacun. Les demandes incohérentes, évidemment,
C'est-à-dire, on vous demande A et non A. On doit donc, d'une certaine manière, résoudre l'impossible et pas seulement faire. C'est-à-dire, je vous demande d'être à tel endroit à telle heure, puis à tel endroit. Vous n'avez pas le choix de discuter. Donc vous vous dites, il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir que je change de stratégie. Il va falloir peut-être que je me confronte à l'impossibilité d'exécuter l'ordre qu'on m'a donné. Le patron, il s'en rend pas forcément compte. Il continue sa route. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, et le salarié est stressé. Dans certaines situations, il pourrait se dire c'est un beau challenge, mais dans d'autres, quand ça fait 40 fois qu'il échoue, c'est compliqué. Je vous donne encore 2 points par rapport à l'employeur. Pas de prise en compte de ce que les employés anticipent comme néfaste pour la mission à accomplir. Et ça, je l'ai souvent, ça. Parfois, j'ai des gens, alors que ça peut être de l'ouvrier à l'ingénieur, qui sont assez futés et qui connaissent le boulot depuis 15-20 ans. Alors, le coup classique, c'est le patron est arrivé il y a 6 mois, c'est le fils du patron, il a fait HEC, il a jamais mis les pieds sur le terrain, etc. Et nous, on sait, on vend du gaz, on vend de l'eau, on vend de l'électricité, on est plombier, etc. On sait qu'il va se passer un problème par rapport à son projet. Ça fait 12 fois qu'on lui dit, il n'en a rien à faire. Et puis 2 semaines après, tout ce qu'on a dit est en train de se passer, et le patron pique une colère monumentale. Ça crée des grosses difficultés chez le salarié qui se dit, de toute façon, mon expertise, on s'en fout. Le type est trop orgueilleux en face. C'est un peu ce qui se passe dans la tête du salarié à ce moment-là. Et donc se sent impuissant et se dit, excusez-moi l'expression, mais je pisse un peu dans un violon, ça sert à rien, quoi. Qu'est-ce que je fous dans ce métier-là ? On est en train de détruire cette boîte que je connais depuis 20 ans, pour laquelle je me suis attaché. Et étant donné que je ne suis pas décisionnaire, ce que je dis, on s'en fiche. Donc vous voyez, ça vient beaucoup travailler les personnes qui se retrouvent en burn-out. Un dernier point qu'on peut donner aussi, c'est les missions qui n'aboutissent pas. Des systèmes très complexes de validation et d'invalidation de projets qui vont rendre l'employé à l'état de pion impuissant. Il a l'impression qu'il fait ça pour rien. Donc tous ces systèmes-là, du côté de l'employeur parfois, sont bien pensés avec une bonne intention, mais sont tellement portés sur l'objectif de l'entreprise qu'on en oublie qu'en fait, humainement, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Et que parfois, un salarié va se dire « J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu cette tâche auquel j'ai concouru, mais en fait, j'en sais rien, quoi. » Donc, finalement, ça me fait perdre du sens dans la place que j'ai dans cette entreprise. Donc ça, c'est la partie employeur. Ouais. Donc maintenant, il y a la partie employé versus employé, Maximilien. Donc je vais donner quelques éléments qui peuvent concourir au burn-out. Évidemment, le perfectionnisme. Donc si vous êtes dans une entreprise où vous ne pouvez pas être perfectionniste, où vous ne pouvez pas revérifier 150 fois les choses, ça crée une souffrance. Si vous êtes perfectionniste, en fait. Si vous êtes perfectionniste, parce que si on a tendance à pas forcément bien faire attention, ça commence à vous miner. Parce que vous vous appropriez d'une certaine manière l'idée que vous voulez bien faire votre travail et que déjà dans l'endroit où vous êtes, on le fait pas bien. Donc vous voyez bien, il y a une différence qui s'opère, il y a un éloignement. Un deuxième point, la sensation que la boîte va couler si on donne pas le meilleur de soi-même. Donc il y a des gens qui sont dans cette optique-là. Ils ont la sensation, ils peuvent même se rendre compte que c'est idiot, mais ils ont l'impression que s'ils sont pas là, tout va couler. Un petit peu comme la charge mentale de la mère de famille qui se dit mais si je suis pas là, mes enfants vont pas manger, mon mari va pas faire ci, et puis tout va disparaître. Donc ça, c'est une charge que va se mettre l'employé plutôt, qui peut être due un peu à sa personnalité, mais on peut pas tout lui mettre sur le dos. Peut-être que l'environnement ne participe pas à ce qui se détende un petit peu. Un besoin de reconnaissance de la hiérarchie. Oui, parce que si vous avez besoin d'être reconnu par la hiérarchie, vous risquez de faire des efforts incroyables pour obtenir une gratification. Il faut savoir que moins on peut évaluer sa propre valeur, plus on a besoin de l'approbation d'autrui. Again. Donc plus on est à risque de souffrir, d'une certaine manière. On va recommencer. Non, allez-y. Je parle pas anglais, excusez-moi. Moins on peut évaluer sa propre valeur, plus on a besoin de l'approbation d'autrui. Donc si quelqu'un se dit je ne sais pas ce que je vaux et j'ai besoin de l'approbation d'autrui et que c'est mon patron, eh bien je vais être beaucoup plus sensible à la gratification du patron. Et donc le patron, il a dit que c'était très bien, mais en fait on en a sué pendant 6 mois comme des dingues et il en a strictement rien à faire, quoi. On aurait pu faire ce qu'on veut, quoi. Il s'en fiche. Donc vous voyez l'enjeu derrière qu'il peut y avoir. Un besoin de trop comprendre. Alors ça, j'ai un gros souci avec les gens un peu trop intelligents parfois.
c'est qu'ils veulent tout comprendre, ils veulent améliorer les choses, alors que la hiérarchie, pour X ou Y raison, ne veut pas voir le problème arriver. Elle s'en fout complètement, elle anticipe pas, elle minimise, elle est dans ses défenses, elle dit c'est pas grave, ça va aller. Et vous avez un employé qui parfois gagne bien sa vie, mais n'est pas au-dessus, il n'est pas au conseil d'administration, et il se dit mais on va complètement se planter, quoi. Moi je vous dis que ce logiciel il est complètement merdique, il faudra appeler telle entreprise, on sait jamais. On lui dit en gros va cueillir des pâquerettes, va-t'en. Et puis finalement il se dit j'ai fait partie du bateau, mais j'étais pas considéré. L'esprit de compétition avec les autres, ça c'est un critère aussi qui fait qu'on peut se mettre à courir un peu trop pour pouvoir gagner une sorte de médaille symbolique. Et puis finalement, comme on n'y arrivera pas, on est plus à risque de se retrouver déprimé. Un dernier point, une vie professionnelle qui prend le dessus sur la vie personnelle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il m'importe plus d'avoir les applaudissements de mon patron que de voir ma femme qui est contente de moi ce soir. Ou alors, j'ai plus envie de voir mes collègues pour me marier que de voir mes enfants parce qu'ils me saoulent. Et donc, cette espèce de déséquilibre va créer un facteur de risque. Parfois, la vie professionnelle, elle sert à ne plus investir la vie personnelle. Donc, il faut pouvoir débusquer ça. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est à la mode. On en parle beaucoup du burn-out et on en parle avec Maximilien Bachelard ce matin. La faute à qui ? Et vous posez la question. On a abordé les causes du côté de l'employeur, peut-être les causes du côté de l'employé. Certains qui nous écoutent se sont même peut-être retrouvés dans l'un ou l'autre des éléments que vous avez cités d'ailleurs. Ouais. Alors c'est pas évident de s'en rendre compte tant qu'on s'est pas pris un mur dans la tête, pour beaucoup, je le dis clairement. Donc c'est pour ça que pour s'occuper d'un bon burn-out, il faut déjà qu'il ait passé un bon temps, parfois en arrêt maladie, mais je vais y venir là-dessus. Quand les gens sont excessifs, souvent, ça me fait rire, ça me vient naturellement. Je leur dis, mais vous avez des parts dans l'entreprise ? Puis ils me disent non, quoi. Surtout quand ils me disent qu'ils ont bossé 18, 19 ou 20 heures là-dessus. Encore une dame qui me parlait du fait qu'elle dormait au boulot et que son patron lui avait laissé la possibilité de dormir au boulot pour pouvoir faire encore plus d'heures. Et donc, les gens se rendent compte de ça. Ils se disent, bah non, ils rigolent. Et puis ils vous disent, vous voulez que je vous montre ma fiche de paye ? Et ben, je leur dis, mais pourquoi vous bossez autant ? Pour 1500 balles, vous bossez 70 heures par semaine. Il y a un problème quand même. Et là, c'est là que vous sortez votre célèbre phrase, c'est la boîte à votre père ou à votre mère. Oui, c'est la boîte à votre père, pas forcément. Et la plupart du temps, les gens qui viennent, justement, ils viennent pas quand c'est la boîte de leurs parents. En tout cas, quels que soient les facteurs, que ça provienne de l'employeur ou de l'employé, c'est un peu la fée la poule, cette histoire. Un employé compétitif, par exemple, il peut être poussé à se battre envers ses collègues par l'employeur qui attise aussi cet esprit de compétition. Donc c'est en cela que c'est difficile de désigner un coupable comme ça en un clin d'œil. Mais pourquoi les gens qui gagnent 1500 €, comme vous venez de le dire, et qui travaillent 20 heures sur un dossier, pourquoi le font-ils ? Parce que parfois ils se disent qu'on n'embauche pas, que c'est compliqué, qu'ils valent pas forcément grand-chose, qu'ils pourront pas exporter leurs compétences ailleurs, etc. Ça, c'est le boulot après du psy, d'aller chercher quels sont les facteurs qui bloquent. Après, dans de rares cas, on peut venir chercher son petit coup de fouet parce que d'une certaine manière, ça vient nous confirmer qu'on est nul. Et donc, il nous semble impensable de s'espérer un avenir meilleur, une possibilité d'être épanoui au travail. Donc, il y a plein de choses. Genre, quand on a été ouvrier depuis 5 générations dans la famille, parfois, on peut même pas s'imaginer faire autre chose que d'être ouvrier. Alors, je dis ouvrier, on peut être heureux quand on est ouvrier, mais il y a plusieurs facteurs, en fait. Ça va pas s'expliquer en 3 phrases. Et c'est là où je pense qu'il faut, même si c'est quelques séances, aller voir un psy pour s'occuper de ces trucs-là, parce que rationnellement, les gens savent bien qu'ils se font du mal, en fait. Mais on change pas parce qu'on raisonne. On change parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui nous permet de fonctionner autrement. Bref. Je vais maintenant vous dire comment on sort du burn-out. Donc vous avez, cher youtubeur, attendu la fin de la vidéo pour mettre des likes. Je vais vous donner, moi, comment j'ai tendance à voir les séquences pour faire sortir quelqu'un, sachant que souvent, en consultation, j'ai des gens qui m'appellent parce que ça fait 6 mois ou 1 an que c'est en arrêt, et que ils m'appellent 3 jours avant la reprise, je les connais pas, et ils me disent, monsieur Bachelard, j'ai la trouille, je peux pas retourner au boulot, je vais péter une durite, le médecin m'a donné votre carte il y a 6 mois, j'ai pas voulu vous appeler, et là je le sens pas. Et quand je les rencontre, je me rends compte que tout ce que je vais vous dire, ils ne l'ont pas fait, et qu'ils se sont dit, finalement on m'arrête, et puis quand ce sera bon, quand le feu il sera vert, je pourrai retourner au boulot. Sauf que en fait,
Si vous ne faites rien, la plupart du temps, il ne se passe rien. Vous ne réparez pas tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas réglé la question, que vous n'avez pas réglé le problème. Une dépression, des angoisses, ça se règle parfois assez difficilement avec uniquement un antidépresseur. En anxiolytique, c'est la même chose. Donc, la machine entreprise s'est peut-être emballée, quelque chose de l'ordre du mouvement s'est imprimé dans l'employé. Pour moi, je vois ça comme un surrégime, un emballement, et je vais vous donner à peu près 10 points par lesquels il faudrait passer. Donc, souvent, l'arrêt maladie est conseillé. C'est pas toujours le cas, mais ça n'est pas un luxe, parce que d'une certaine manière, il faut pouvoir sortir de son contexte à un moment donné, la sensation d'urgence pour pouvoir passer par les étapes que je vais vous décrire. Il faut pouvoir, deuxièmement, ralentir, se ressourcer. Ce que je vais vous dire est évident, et les gens qui m'écoutent vont trouver ça évident, sauf que ceux que je rencontre ne l'ont pas fait, en fait, tout simplement. Il va bien falloir trouver un moyen de mettre ça en route. Donc, se ressourcer, retrouver du sommeil, d'une manière ou d'une autre, cesser les surstimulations, TV, téléphone, écrit, sortir alors que ça nous coûte, ça crée du stress, tout ce qui déborde les émotions, tout ce qui implique de la planification, de la réflexion et stimule trop le système nerveux. Il va falloir se rendre compte déjà de ça, parce que tout le monde ne s'en rend pas compte, et puis de se dire, je vais diminuer progressivement tout ça, parce que l'effet d'urgence, d'excitation, d'angoisse, de dépression est décuplé à cause de ça. Troisième point, s'occuper de son alimentation. Parce que finalement, si vous mettez un mauvais carburant dans votre voiture, il ne faut pas vous étonner qu'elle broute et qu'elle n'arrive plus à avancer. Quatrième point, remettre du corps là où il y a trop de cerveau. Là, j'aimerais bien savoir remettre du corps là où il y a trop de cerveau, avoir des activités physiques, voire du sport, mais une activité physique, c'est simplement, vous allez marcher 10 minutes en promenant le chien, vous allez faire 20 minutes ou 15 minutes de footing le samedi matin, mais c'est ne plus être enfermé dans son cerveau. C'est concrètement prendre la lumière, sortir, prendre l'air, etc. Revoir la lumière, imprimer de nouvelles images, de nouveaux sons qui sont en dehors de chez nous et en dehors du boulot. Des rencontres toutes bêtes plutôt que de se fixer, on va dire, sur un mur et de se repasser en boucle les moments compliqués du travail, parce que quand les gens viennent, la plupart du temps, ils vivent ça en boucle. Ils tournent en rond. Ils s'imaginent l'humiliation, le mal-être quand ils sont sortis du boulot, ou alors quand ils sont dans la voiture, ils pensent boulot, et puis quand ils sont au repas, ils pensent boulot, ils disent oui à leur femme, en fait ils pensent à leur travail. Madame écoute ses enfants d'une oreille, mais finalement elle se dit que demain matin à 8h, il faut qu'elle prépare la réunion. Donc il va falloir couper un minimum progressivement avec ça. Être étonné qu'on a du bien-être en faisant autre chose. Donc ne pas culpabiliser qu'on ne fait rien. Alors c'est facile de dire ça, mais il faut pouvoir se dire que quand on arrivera concrètement à ralentir, on préparera activement son retour au travail. Et que tant qu'on n'aura pas coupé, en fait, on fait que de foutre sous le tapis des miettes. Et que quand on retirera le tapis, les miettes, elles seront toujours là. Donc on est obligé d'en passer par là. Et par moment, moi, mon boulot, c'est de démontrer ça et d'être amené à être un peu directif. Pas pour que les gens suivent mes ordres, mais pour que les gens soient amenés à me dire « Waouh, vous m'avez bousculé, je l'ai fait, et en fait, pendant une journée, j'avais beaucoup mieux. Et donc là, bingo, c'est parti. » C'est-à-dire, à un moment donné, que les gens se désenvoûtent de cette histoire de boulot, là, cette espèce d'emprise qui fait qu'ils ne pensent et qu'ils ne tournent qu'autour de ça. Si on n'a pas rechargé les batteries, on ne peut pas y retourner de suite. 6e point, quand on a réussi à se calmer, qu'on a retrouvé son sommeil, qu'on est moins stressé, qu'on s'occupe de soi, qu'on discute avec sa femme, ses enfants, son mari, etc., que ça va un peu mieux, et c'est pas une mince affaire, on va pouvoir avec le psy se repasser le film de ce qui s'est passé au boulot, donc à tête reposée. Pourquoi moi, dans cette situation, je suis allé jusqu'à craquer? Comment j'en suis arrivé là? Par culpabilité, par angoisse de ne pas réussir, parce que j'ai peur de me faire virer, parce que j'ai peur de me faire juger, parce que finalement mon boulot, je m'en rends compte, c'est un échappatoire à mes problèmes personnels, parce que ma vie professionnelle envahit toute ma vie personnelle. En fait, on ne sait pas dire ses limites. Ça, c'est une possibilité. Parfois, on dit oui bêtement en espérant que le patron ou les collègues comprennent que c'est trop. Est-ce que j'arrive à bien exprimer mes besoins? Est-ce que j'en ai connaissance? Est-ce que j'ai connaissance de mes limites? Tout ça, il va falloir remuer ça avec le psy, se rendre compte avec un peu plus de lucidité de comment on fonctionne. Ne pas simplement se dire qu'on est un peu hypersensible, mais identifier ce qui déclenche notre machine ou l'immobilise.
Par exemple, une femme va me dire, en fait, mon patron, à chaque fois qu'il me demande un truc, moi, d'un seul coup, c'est l'angoisse. Et puis, parfois, je fais un truc, et puis il arrête en cours de route. Alors que j'aurais pu lui dire que c'était pas possible de faire cette tâche-là. Mais je me sens tellement comme un robot, et il m'impressionne, ou j'ai peur d'être rejeté, ou j'ai peur d'être viré, ou je veux pas décevoir, que je fonce, tête baissée. Et quand j'en ai parlé après au patron de ça, il m'a dit « Bah oui, évidemment, vous devriez me donner votre avis, parce que j'en ai besoin, plutôt que de faire bêtement ce que je vous dis à chaque fois. » Mais ça, c'est des automatismes qu'il va falloir déconstruire. 7e point, c'est de lister ce qui a péché pour imaginer un retour au travail. Non pas comme avant de s'arrêter, mais de manière plus raisonnable. Les gens ne disent pas non, ne posent pas de limites, ils veulent tout contrôler, ils prennent à cœur le fait de ne pas avoir été reconnus. Bref, soit on repart comme avant et donc mathématiquement on sera de nouveau en arrêt maladie, soit à un moment donné, on apprend quelque chose de l'événement. Le 8e point, c'est qu'il faut pouvoir anticiper, et ça je le travaille, les moments clés où les choses peuvent basculer. Parce que les gens vont mieux, ils vous disent « Ah bah monsieur Bachelard, tout va bien, c'est cool ». Mais moi je fais ce petit moment de vérification avec eux, où je leur dis « Vous vous rappelez un peu de tous ces facteurs qui vous ont mis mal ?» Oui, je m'en souviens très bien. Alors comment vous allez réagir ? Imaginez que ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc je vous donne des exemples. Mon patron m'écrit à 2h du matin sur ma boîte mail. Donc le réflexe, déjà, moi, c'est de dire qu'est-ce que vous foutez à 2h du matin de checker votre boîte mail. Alors oui, mais parce qu'il attend quelque chose de moi. Oui, mais vous le lisez, vous ne répondez pas, super, bravo, mais en fait, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Il faut arrêter de lire cette boîte mail, parce qu'après, il ne faut pas vous étonner que ça rumine dans votre tête, et que de 2h du matin à 8h du matin en réunion, pendant 6 heures, vous travaillez gratuitement quand même. Vous foutez votre sommeil en l'air, vous n'êtes pas chez vous, c'est une horreur. Donc, identifiez ces points-là. Checker les emails quand on fait des insomnies, c'est donc une mauvaise chose. Les réunions interminables, ça va être un point gâchette qui va faire que je vais pas aller bien. Le manque de remerciements qui me met mal à l'aise, comment je vais gérer ça. Les projets idiots qu'on me propose de faire. Et en même temps, de se rappeler, par exemple, qu'on n'est pas garant du cadre. Donc on est là pour exécuter un travail, et puis finalement, si ça se plante, on l'a dit une fois, et puis il va falloir apprendre à se détacher par rapport à ça. Le chantage affectif, par exemple, ça va être oui, mais tu te rends compte, ce serait bien que tu puisses le faire, je sais, je te le dis 2 heures avant que tu partes, mais moi j'ai mes enfants ce week-end. Et puis la dame vous dit ah mais je suis vraiment une bonne poire, moi finalement j'ai annulé mon week-end avec mon mari pour faire plaisir à mon collègue, parce que le pauvre, il s'est séparé de sa femme, il sait pas comment faire. Donc quelles que soient les explications, il va falloir, avec une bonne lucidité, que la personne en face de moi, elle se dise alors comment je vais réagir, quoi. Donc là, ça reste un peu comportemental, assez, semble-t-il, basique, mais c'est pas facile à mettre en place. Et je leur dis, vous savez, vous êtes guéris, soi-disant, mais au prochain virage que vous connaissez par cœur, il va falloir que vous fonctionniez autrement. Après, il y a le temps de la reprise de travail, parce que c'est pas en fuyant qu'on règle le problème. Ça laisse des traces, le sentiment d'avoir échoué, revenir en reposant ce qui a été difficile et redéfinir son périmètre, ses actions, ça va être indispensable. Donc on n'est pas obligé de faire non plus une réunion auprès de tout le monde, mais déjà auprès de soi-même, de bien reposer les choses. Un 10e point qui me semble important, c'est de réaliser la différence dans notre façon de faire, de penser, de ressentir les émotions par rapport à avant. Prendre note des changements que l'entourage nous renvoie. Donc une femme va me dire mon mari m'a dit chérie, t'es beaucoup moins exécrable, t'es beaucoup moins sur ton téléphone le soir, quand je te parle tu m'écoutes de nouveau, tu cries moins sur les enfants, t'as même retrouvé ton humour. Et donc ça permet d'une certaine manière de se continuer à être connecté au thermomètre extérieur et savoir qu'on est dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on met sur l'arrêt maladie en cas de burn-out Alors, on est souvent sur la notion du stress et le terme qu'on utilise le plus souvent, c'est réaction à un facteur de stress. On met pas burn-out. Ben non, parce que ce serait déjà s'impliquer dans l'explication du malaise. Réaction à un facteur de stress. Voilà, donc je fais un gros bisou à Jojo, mon collègue Jojo, qui m'a expliqué ça. Parce que je lui ai dit, en tant que médecin, tu mets pas burn-out quand même. Il m'a dit, bah non, parce qu'en gros, ce serait déjà prendre parti dans le conflit par rapport à l'entreprise. Donc, on ne veut pas spécifier que le problème est à cet endroit-là. Il y est peut-être, il n'y est pas, mais on ne va pas commencer à qualifier ça. Spéciale dédicace à Jojo. Oui, bisous Jojo. Avec qui nous terminons l'émission. Merci Maximilien. Vous voulez réécouter l'émission, vous la réécoutez en podcast sur beurrefm.net et vous avez la possibilité de voir cette émission sur la chaîne. Non, aujourd'hui. Moi, je parle trop vite, donc il faut la repasser au ralenti. Ah oui, non, mais vous savez que la grande mode aujourd'hui, c'est que les gens écoutent x2. Oui, alors ça, j'ai. Vous n'avez pas compris ça ? Le son, c'est x2. Compris, mais c'est et bizarre.
regarde même les séries x2 sur Ouais. Netflix. Bah ouais. C'est bizarre, hein. J'aimerais bien voir Carole Bouquet en x2. Pourquoi Donc pas. vous revoyez mon idole. Vous revoyez l'émission donc sur la chaîne YouTube de Beurre FM et vous pouvez regarder d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Maximilien Bachelard. Ah ouais. Voilà, avec toutes les vidéos. Merci d'avoir été avec nous. Vous passez une très belle journée santé sur Beurre FM.